Bienvenue à toutes et à tous et permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente année 2022 qui commence. Et nos invités sont déjà installés en multiplex. Nous aurons Tarek Mami qui est journaliste, directeur de Radio France Maghreb 2. Nous aurons également Souleymane Hamzat qui est expert en questions sécuritaires. Luc Michel également sera là, messieurs. On va bientôt vous voir en multiplex. Alors que quand on parle de la montée en puissance de la Russie sur le continent africain, on peut citer des pays, mais alors, on peut citer par exemple le Tchad, sous l'ère le Tchad, avec l'arrivée du maréchal, avec l'arrivée de Idriss, de Mahamat Idriss Déby Itno, qui à un moment donné pouvait paraître comme une hésitation, mais qui aussi, de par le voyage récent du ministre des Affaires étrangères en Russie, peut être présenté aujourd'hui comme étant également en train de préparer un basculement vers Moscou. Alors, monsieur, je vous retrouve. Je vais commencer par vous. Tarek Mami, vous êtes donc journaliste et directeur de Radio France Maghreb 2. Alors, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que la Russie et le groupe des BRICS aujourd'hui sont en train de vouloir casser définitivement cette hégémonie occidentale qui finalement aura peu duré quelques siècles seulement? Bonjour, d'abord merci pour l'invitation renouvelée. Ensuite, et à tous les téléspectateurs, et bien sûr, mes meilleurs voeux pour mes deux collègues de la discussion d'aujourd'hui, puisqu'effectivement, on va palabrer, mais on va palabrer à l'africaine, c'est-à-dire d'une manière, j'allais dire, un peu sage et beaucoup réaliste. Vous connaissez, j'allais dire, les exemples, celui qui tient un bâton dans la main et qui voit quelqu'un d'autre s'approcher pour lui arracher le bâton, ne considère pas que celui qui va lui arracher le bâton comme quelqu'un qui veut se prémunir de recevoir des coups, mais comme quelqu'un qui veut lui arracher ce bâton pour le frapper à son tour. Et donc, c'est un petit peu cette image que je donne à nos téléspectateurs. L'Occident tarde à accepter le fait qu'on est dans un moment de bascule historique entre la domination qui effectivement a duré en gros 5 siècles et a duré en gros depuis la chute de l'empire musulman en Andalousie, en Espagne. Et les autres empires, donc l'Ottoman a fini par s'écrouler lui aussi. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans une change. Alors, il y a une phrase, moi, qui me revient toujours à l'esprit quand je parle de ces choses et de cette situation géopolitique d'aujourd'hui. C'est une phrase qui a été écrite par un grand, comment dire, un grand homme, un intellectuel italien qui, dans les années 30, il s'appelle Antonio Gramsci, bien sûr, qui, dans les années 30, avec l'arrivée donc, des dictatures et l'arrivée du fascisme, avait écrit avait écrit que le monde ancien tarde à mourir, le monde nouveau tarde à naître, et dans ils ne veulent pas prendre. Merci à vous. Alors, messieurs, on est déjà, rassurez-vous, on est déjà en plein débat et donc je vais rapidement vous quitter Tarek Mani pour retrouver les autres invités, Luc Michel notamment et Souleymane Hamzat. Mais je vous propose de suivre d'abord ce regard d'Emmanuel Macron sur l'effondrement de cette hégémonie occidentale et une tentative notamment d'analyse dans le sens d'un repositionnement. Suivez plutôt. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, à l'invitation de mon homologue, monsieur Sergueï Lavrov, je suis à Moscou dans le cadre d'une visite de travail. Je tiens à lui exprimer et à travers lui... Voilà, c'était donc là plutôt la conférence de presse donnée par Sergueï Lavrov et le ministre tchadien des Affaires étrangères. On va également suivre cela tout à l'heure, mais je vous propose tout d'abord d'écouter Emmanuel Macron qui projette ici un regard
Voilà, me signale-t-on, nous n'aurons pas tout de suite. Donc on va d'abord vous recevoir. Luc Michel, je vous dis bonsoir, merci de nous retrouver. Alors, dans l'élément qu'on va suivre, Emmanuel Macron lui-même constate que l'hégémonie occidentale finalement aura très peu duré, 3 siècles dit-il, et aujourd'hui pratiquement, il faut repenser un nouveau paradigme pour un repositionnement. En fait, on est dans la problématique du fameux livre d'Horace Wagner, le philosophe allemand, La décadence de l'Occident. C'était d'ailleurs à l'époque une réflexion sur ce qu'il appelait les peuples jeunes, c'est-à-dire l'Allemagne et la Russie bolchevique, et les peuples anciens, c'est-à-dire les vieux empires. Notre philosophe, c'est Michel Onfray, qui a reposé la problématique de la décadence de l'Occident. Effectivement, mais votre choix des BRICS est mal choisi parce que qu'est-ce que c'est les BRICS? C'est une unité un peu un fourre-tout économique dans lequel la banque Goldman Sachs a mis un certain nombre d'économies émergentes. Dedans, il y a le Brésil qui a nettement choisi la relation nord-nord avec Bolsonaro. Et il y a dedans l'Inde qui est liée dans l'océan Indien, à la France, bien entendu, et aux États-Unis, contre les autres puissances des BRICS. Lorsqu'on parle du basculement du monde, c'est-à-dire du premier monde qui est l'Occident, par rapport à ce que l'Occident lui-même a appelé le tiers-monde, c'est-à-dire on voit simplement la montée de la Russie, de la Chine, de l'Iran, etc., il faut plutôt parler d'une véritable unité géopolitique. C'est l'organisation de coopération de Shanghai qui est la vraie, véritable communauté internationale avec 5 milliards d'hommes et de femmes. C'est ce monde qui émerge et qui se bat à Moscou, à Pékin ou à Téhéran pour un monde multipolaire. Il est vrai que la pandémie du Covid, elle a vu la chute de ce premier monde occidental. Les Occidentaux prétendent détenir la science, ils prétendent détenir la technologie, ils prétendent détenir le progrès. Les premiers mois de la pandémie ont vu l'effondrement de tout cela. L'exemple typique, c'est l'Union européenne d'ailleurs. Par exemple, la médecine s'est effondrée complètement en Italie. Ce sont des médecins cubains, c'est-à-dire un pays qui historiquement est proche de l'Afrique et du tiers-monde, qui en a longtemps été le leader. Ce sont des médecins cubains et un hôpital de symbole de la chute de l'Occident que constate aujourd'hui Emmanuel Macron. Je vous retrouve maintenant, Souleymane Hamza, pour votre premier jet, avant que nous n'écoutions justement Emmanuel Macron qui nous apportera une analyse plutôt froide de la situation aujourd'hui en parlant de la chute de cette hégémonie occidentale. Alors, après, il dit que les erreurs auront été commises siècle après siècle, notamment l'erreur la plus récente étant les positions souvent prises par les États-Unis qui n'ont pas toujours conduit à renforcer cette hégémonie. Là, on voit par exemple, il dénonce par exemple l'abandon de cette domination, l'abandon de la domination occidentale par Donald Trump quand celui-là était aux affaires. Cela a fait reculer encore une fois de plus l'Occident, dit-il. Vous, quel est le regard panoramique déjà que vous portez sur cette chute ? Je me voudrais de ne pas souhaiter mes meilleurs vœux au PDG d'Afrique Média, à toute la rédaction, aux techniciens, à la galaxie patriotique Afrique Média et à tous mes co-panélistes, à savoir M. Luc Michel et M. Tarek Mamou. Il faut constater que l'Occident est en train de reconnaître son déclin. Et pour moi, je suis heureux de savoir qu'il constate que la fin est proche. Alors, ceci est dû à un certain nombre d'erreurs commises. D'une première part, sur le plan politique, l'imposition de la visée politique, la vision politique, celle-là que nous avons connue depuis, je vais
les sortes de démocraties, conférences nationales qui s'en sont suivies et qui malheureusement pour la plupart ont été des échecs. Ensuite, sur le plan économique, il s'avère qu'aujourd'hui, nous constatons que les pays cités par mon précédent co-débatteur, à savoir M. Luc Michel, à savoir les BRICS et autres, sont des pays qui aujourd'hui se veulent émergents avec une forte économie leur permettant, n'est-ce pas, de faire balancer, de faire balancer la donne, n'est-ce pas, de modifier, n'est-ce pas, ce sens-là de la vision qu'ont aujourd'hui les nouveaux émergents. Le troisième point, et le dernier enfin, c'est le comportement un peu va-t-en-guerre de l'Occident, à savoir les coups d'État, les guerres, les déstabilisations, les destructions des États qui s'en sont suivis. On arrive, disons, au résultat qu'aujourd'hui, voilà, ils sont carrément dans le décor. Ils ont choisi la très mauvaise voie que le président Macron, heureusement, constate, lance un signal d'alerte, au fait. Et je suis heureux de savoir que de sa position, il constate qu'ils sont complètement dans le décor et qu'il faille trouver très rapidement ou une solution d'équilibriste ou une deuxième qui consiste à s'adapter, n'est-ce pas, au nouveau courant ou carrément disparaître. Parce que l'Europe, elle est complètement à terre aujourd'hui. L'Afrique doit prendre son envol. Par conséquent, prendre ses responsabilités. Et quand je dis prendre ses responsabilités, c'est les prendre au plus haut niveau. Et deux présidents sont en train de nous donner l'exemple, à savoir le centrafricain et plus particulièrement le malien. Et les révolutions que nous constatons laissent croire que cela ne s'arrêtera pas à ces deux pays et que bientôt nous connaîtrons d'autres changements au niveau de la sous-région. Merci à vous, messieurs. Avant de retrouver Emmanuel Macron, je vous propose toujours pour montrer, parce qu'on a également évoqué dans ses propos d'Emmanuel Macron ce qu'il considère lui-même comme étant aujourd'hui le réveil de l'Afrique, avec une émergence et une émancipation forte qui a contribué également à faire reculer cet Occident-là. Avant cela, je vous propose de suivre la conférence conjointe qu'a donnée il y a un peu plus d'une semaine maintenant Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et Abbas Marmatoli, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, qui s'est déplacé à Moscou. Pour beaucoup, c'était une très très grande surprise. Voilà, je vous propose de suivre cela et nous revenons. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, à l'invitation de mon homologue, M. Sergueï Lavrov, je suis à Moscou dans le cadre d'une visite de travail. Je tiens à lui exprimer, à travers lui, au gouvernement de la Fédération de Russie, mes sincères remerciements pour l'invitation qui m'a été adressée, ainsi que pour l'accueil chaleureux et le marque d'attention dont moi-même et ma délégation faisons l'objet depuis notre arrivée à Moscou. Ma visite se situe dans le cadre du renforcement des liens de coopération bilatérale et de consultations politiques périodiques, conformément au protocole d'accord signé entre les deux ministères des Affaires étrangères en septembre 2013 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Cela a été rappelé par le ministre. À cet égard, je me félicite de la qualité de nos échanges, fructueux et approfondis, sur l'état de la coopération bilatérale et ses perspectives, ainsi que sur la transition en cours au Tchad et la situation sécuritaire dans la sous-région, au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, ainsi que celle de la Libye. Pour renforcer davantage la coopération entre nos deux pays, nous avons noté la nécessité de mettre à jour les différents accords liant les deux pays afin de promouvoir les échanges dans tous les domaines d'intérêt commun. Nous avions aussi souligné l'importance de la mise en place d'un cadre de suivi des accords existants et de la prise en compte des domaines non couverts
dans la perspective d'un élargissement du champ de coopération. À cet égard, nous avions mis l'accent sur l'importance de la promotion des investissements privés pour appuyer les efforts de développement socio-économique du Tchad. Nous avions aussi échangé sur la situation sécuritaire au Sahel, notamment l'expansion du terrorisme et la persistance de cette menace dans cette région, dans un contexte socio-économique difficile marqué par la pandémie du Covid-19. Les conséquences de la crise libyenne sur le pays voisin et sur l'ensemble du Sahel ont également été abordées, notamment en ce qui concerne l'impérieuse nécessité d'encadrer le départ de la Libye de mercenaires et combattants étrangers pour que ce départ ne soit pas la cause d'une nouvelle déstabilisation dans le voisinage de la Libye ou ailleurs. Effectivement, les questions liées à la coopération entre la Russie et le Tchad dans le cadre des Nations Unies ont été également évoquées. Je voudrais remercier très sincèrement le ministre pour le soutien de la Russie à la demande des pays membres du G5 Sahel consistant à demander à placer la force conjointe du G5 Sahel sous un mandat, donc placé sous le chapitre 7 pour permettre, le ministre nous a informé de mesures prises par la Russie pour une restructuration de la dette due par les pays africains à l'égard de la Russie pour pouvoir les aider à affecter ces ressources au profit donc du développement de ce pays. Et je pense que nos échanges ont permis quand même d'envisager de belles perspectives du développement d'une nouvelle coopération mutuellement bénéfique à nos deux pays. Et dans cette perspective, nous espérons que certains aspects des échanges que nous venons d'avoir pourraient être développés lors du prochain sommet, donc Russie-Afrique, qui va se tenir quelque part. Je pense que les négociations sont en cours. Le lieu sera fixé. Et une fois qu'il sera fixé, certainement, les États membres concernés en seront informés. Donc, pour conclure, je voudrais me féliciter d'une large convergence de vues sur l'ensemble des questions évoquées au cours de nos échanges. Et sur ce, je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition. Что вы ждете от грядущего мероприятия и как будет представлена на нем ваша страна? Sur la coopération économique entre la Russie et les pays africains pour que, effectivement, cette coopération puisse bénéficier au développement socio-économique des pays africains. La composition de la délégation, je laisserai certainement la latitude à l'autorité compétente le moment venu d'en décider. Puisque je ne serai pas, puisqu'il s'agit d'un sommet, je ne serai pas le chef de délégation, donc c'est le chef de délégation qui va définir la composition de la délégation. Retour sur ce plateau, voilà, on va écouter Emmanuel Macron comme annoncé tout à l'heure dans quelques minutes, mais avant, je souhaite vous retrouver très rapidement en multiplex pour que nous puissions revenir un peu sur ce rapprochement entre N'Djamena et Moscou avec l'arrivée de Mahamat Idriss Déby Itno. Luc Michel, je voudrais commencer par vous ici. Alors, on voit, et on va écouter Emmanuel Macron le dire tout à l'heure, que l'émancipation des États africains aura également contribué à faire reculer, à faire chuter cette domination occidentale. Vous, quel est le regard? D'abord, le Tchad ne m'a pas surpris parce que je l'annonçais depuis longtemps. Du vivant du maréchal du Tchad à N'Djamena, le sommet Russie-Afrique économique. Depuis, les rapports étaient proches. Chaque fois que j'évoquais d'ailleurs le rapprochement de N'Djamena du fils Déby avec Moscou, je me faisais allumer par beaucoup de panélistes
et il y aura plus de téléspectateurs qui croyaient la propagande de Macron. Mais il faut dire quelque chose, puisque vous partez de la réflexion de Macron, c'est pas du tout une vision qui est partagée par les Américains, qui sont le leader du bloc américano-occidental. Déjà, les néoconservateurs de Bush II, ils évoquaient un projet pour un nouveau siècle américain, et leur successeur, qui est le grand géopoliticien américain, George Friedman, c'est l'ancien patron du think tank Stratford, il évoque dans son livre The Next 100 Years, les 100 prochaines années, un nouveau siècle américain. Ces gens pensent qu'ils vont réussir à dominer l'histoire et qu'ils ont une espèce de fenêtre d'opportunité géopolitique pendant laquelle l'Amérique va continuer à dominer la géopolitique mondiale et qu'ils vont pouvoir s'opposer à l'émergence des nouveaux peuples, la Russie, la Chine, etc. La Russie particulièrement doit être éliminée dans le livre de Friedman avant la Seconde Guerre mondiale qui va entre 2050 et 2070. Elle est éliminée en 2030. On l'a fait éclater sur des bases religieuses et ethniques. Et on fait éclater la Chine en 2040. On replonge d'ailleurs dans le livre de Oswald Spengler un siècle plus tard, puisque le livre de Spengler, c'était une réflexion sur l'histoire des civilisations, et en particulier sur la civilisation américaine. Spengler dit que les royaumes africains qui ont précédé la colonisation, ils étaient aussi puissants que les empires musulmans et européens au détour de l'an 1000. Eh bien, voilà donc évidemment ce monde émergent, ce monde que défendent Moscou, Pékin et Téhéran, et dans lequel ils espèrent voir la Chine, voir l'Afrique, combattre à leur côté. Mais évidemment, l'Amérique ne se laissera pas faire. Elle est d'ailleurs dans un stade de contre-attaque aujourd'hui. Et c'est cela qui est intéressant à suivre avec l'échec de l'Amérique dans la pandémie du Covid-19. Tarek Mani et Souleymane Hamzat. Je vous propose maintenant cet extrait voilà, d'Emmanuel Macron où il revient donc sur cette chute de cette hégémonie occidentale. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans les conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs, et à repenser une stratégie profonde, diplomatique et militaire, et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous avions constitué ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. J'y reviendrai. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec beaucoup de force et beaucoup plus d'inspiration que nous n'en avons. Retour sur ce plateau, et je commence par vous, Tarek Mani.
On écoute Emmanuel Macron constater très clairement qu'aujourd'hui, cette hégémonie occidentale connaît son déclin. Quelle réaction? Votre question, mais je la présuppose, je la déduis de par la première part. Intègre et prenne en considération le fait que son pays n'est plus cet empire sur lequel ou dans lequel les livres d'histoire français ont raconté ce qu'on appelle ici en France un récit national toujours victorieux, toujours, j'allais dire, bon, toujours du bon côté de l'histoire, en gommant les différentes facettes malheureuses et condamnables de l'histoire française, l'esclavage, la colonisation, ce qui s'est passé à Dien Bien Phu, en Vietnam, en Algérie. Donc c'est bien qu'ils prennent conscience, mais le fait de prendre conscience ne veut pas l'exonérer de comprendre que nous sommes à un tournant historique. Les nations sont comme les peuples, sont comme les personnes physiques. Un empire, une nation, ça naît, ça grandit, ça devient très fort, ça commence à vieillir, ça vieillit et ça meurt, même si les peuples ne meurent pas, leurs États peuvent mourir. Et quand nous reprenons là où nous sommes, chacun, l'histoire de notre propre pays, nous allons voir qu'il y a eu tellement de dynasties depuis ne serait-ce que 10 siècles. Luc Michel parlait tout à l'heure de l'an 1000 qui était un espace de tournant, mais plus pour l'histoire occidentale que pour les autres civilisations. Et donc, quand on compte le nombre de dynasties, on comprend très vite que ces dynasties ne sont pas éternelles, tout à fait comme l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes donc à ce tournant géostratégique, géopolitique, géohistorique, qui fait que l'Occident, c'est-à-dire principalement aujourd'hui les États-Unis, l'Angleterre et la France, voire l'Allemagne, sont en train de reculer. Et pourquoi ils reculent? Parce que j'ai pas entendu, cher Jean-Luc. J'ai pas entendu l'intervention. Oui, poursuivez s'il vous plaît, poursuivez. Oui, j'ai pas de retour. Donc, et pour dire, si vous voulez, je parle assez souvent, moi, dans mes conférences, à mes élèves, parce qu'il m'arrive de donner des cours aux auditeurs, que, par exemple, la sociologie n'a pas été, a été inventée par les Chinois, bien que ce soit aujourd'hui les Occidentaux qui l'utilisent le plus, et on a l'impression en Occidentaux que ce sont les Occidentaux qui ont créé la roue. Ce n'est pas le cas. Il y a un mot que j'aime développer, c'est le mot épistémicide. Ce mot épistémicide qu'il faut retenir, c'est la force de l'empire ou de la nation qui s'installe comme force mondiale. Elle récupère tout ce qu'il y avait comme savoir humain qui l'a précédé, mais elle efface les auteurs de cette production humaine et intellectuelle, elle fait comme si elle avait tout inventé. Vous avez comme ça pour les cultures africaines, pour les cultures arabes, pour les cultures chinoises. Et aujourd'hui, nous sommes à ce tournant positif pour moi, parce que les nations se réveillent, prennent ces consciences. Aujourd'hui, pour l'Afrique, par exemple, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur votre média, c'est l'Afrique. Ce que nous sommes en train de vivre avec certains chefs d'État et surtout avec les peuples, c'est ce que ceux qui se sont battus pour les indépendances africaines dans les années 60 ont espéré, ont rêvé, sauf que dans l'intervalle, l'Occident nous a joué une pirouette en installant, avec le respect que je dois à quelques chefs d'État, plusieurs chefs d'État qui ont été plus dans les mains de l'Occident qu'au service de leur peuple. Cette période de l'histoire est en train de tourner. Elle tourne au détriment de ces chefs autocrates en Afrique et dans le monde arabe qui n'ont pas servi leur peuple mais qui ont servi l'Occident. Et l'Occident est en train de se rendre compte, ce n'est pas parce qu'il a installé des autocrates qu'il va pouvoir continuer à dominer le peuple. Donc, quelque part, pour moi, c'est très important ce que nous vivons. Ibn Khaldun, qui lui donc, a créé la théorie du cycle pour les États, pour les pays, pour les nations, et qui dit donc qu'une nation, ça naît, ça grandit, ça s'affaiblit et ça meurt. Et ce cycle, aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Et nous avons peut-être quelque part, comment dire,
la chance de vivre dans une période très très difficile, parce que imaginez certains de nos parents et surtout de nos grands-parents qui eux ont vécu entre 50 et 70 ans, mais toujours sur le joug de la même puissance, qu'elle soit donc locale ou internationale. Nous avons cette chance de vivre ce changement de paradigme, d'en profiter un peu, d'y participer par nos réflexions et de dire aujourd'hui, c'est le moment de l'Afrique qui vient, l'Afrique qui pour tout le monde sera donc le prochain vrai continent. On va parler foot. En Afrique, nous avons 54 pays qui jouent au football. Mais quand on va au championnat du monde, on va en avoir 3 ou 4, alors qu'en Europe, on va avoir 5-6 équipes. Donc ce sont ces genres de déséquilibres que nous n'acceptons plus, que les peuples n'acceptent plus. Et vous savez, l'hymne national tunisien a une phrase terrible, y compris pour un pays musulman. Il dit en clair, quand le peuple décide, le ciel suit. Alors que nous sommes nés dans une culture où c'est le destin, c'est le ciel qui décide et nous on suit. Et donc nous sommes à ce moment, et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui sur votre télévision et avec mes 2 collègues pour, j'allais dire, sentir ce moment de changement positif pour l'Afrique et pour les autres peuples, parce qu'il n'est pas écrit, contrairement à ce qu'on croit, que les mêmes peuples doivent subir tout le temps le coup de bâton et que jamais ils ne soient ni souverains, ni autonomes, ni... Merci à vous. Alors, Souleymane Hamza, je vous retrouve. Alors, finalement, comment établir la chaîne de responsabilité, justement, de ce déclin occidental? On a su Emmanuel Macron dire qu'il y a eu des erreurs pratiquement sur 3 siècles. Voilà, erreur de la France, erreur également de la Grande-Bretagne au moment de sa domination après la révolution industrielle, erreur également des États-Unis dans l'histoire récente. Vous, comment est-ce que vous voyez ce qu'on peut appeler ici, ce qu'on peut qualifier de chaîne de responsabilité au cœur de cet effondrement? Je vous ai énuméré à l'entame de cette émission 3 paramètres. Le paramètre politique, le paramètre économique et surtout tout le désordre qu'ils ont installé à travers le monde, à savoir les guerres, les destructions, tout ce qu'on a eu de calamités, y compris le Covid. C'est vous dire qu'aujourd'hui, ils sont complètement dans le déclin en pensant que cela pouvait durer encore longtemps. Mais malheureusement, vous savez, comme l'a dit mon prédécesseur, un État, ça naît, ça vit et ça meurt. Je retourne à une célèbre phrase de la Bible, Ecclésiaste chapitre 3, qui dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Vous voyez, les Occidentaux aujourd'hui se retrouvent dans une situation dont ils n'ont pas prévu la suite. Sinon, à écouter Emmanuel Macron qui fait un bilan mais macabre, un bilan mais triste, tristement célèbre, n'est-ce pas, de ce parcours néfaste qu'a eu l'Occident sur la planète. Je ne parle pas uniquement de l'Afrique, je vais en venir, mais sur la planète. Vous voyez toutes les guerres qui sont faites en Irak, en Syrie. Il parle de la coopération qui était jadis fructueuse entre les États-Unis et la France et qui aujourd'hui n'est plus le cas. Vous voyez même qu'en Afrique ici, il est difficile aux Africains d'accepter les bases militaires américaines ici parce qu'on sait de naissance que les Américains sont des va-t-en-guerre. Les Français ne sont qu'un pignon, c'est des, comment je peux appeler ça, des marionnettes, n'est-ce pas, au service des États-Unis. Il n'y a qu'à constater ce qui s'est passé en Libye. Mais quand il parle des nouvelles nations émergentes, je veux parler de l'Inde, je veux parler de la Chine, etc., qui aujourd'hui leur dame le pion, mais c'est tant pis pour eux, ils auraient dû le prévoir. Gouverner, c'est prévoir, d'après ce que je sache. Si tel est le cas, alors cela veut dire que les nations européennes n'ont en réalité pas de gouvernants. Ils ont des businessmen à la tête de leurs États avec des potentats qui sont ici
de l'autre côté de l'Afrique, des valets locaux, n'est-ce pas, qui jouent la carte de l'Occident. Mais ces valets locaux-là, aujourd'hui, aussi sont en train de constater que le déclin vient déjà de l'Occident et que cela risque d'être catastrophique pour eux. Je prends pour preuve, n'est-ce pas, le réarmement de certains États de la sous-région qui font passer ce genre comment je vais appeler ça, de propos pour, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais en réalité, on remarque qu'il y a beaucoup plus de dirigeants, de leaders d'opinion qui disparaissent, il y a des journalistes qui disparaissent, il y a des activistes qu'on ne retrouve plus, il y a des opposants politiques qui sont carrément abattus en terre, on ne les retrouve plus. Donc, le monde est carrément dans un déclin. Est très rapide dans la manière, dans la méthode exécutoire, n'est-ce pas, des décisions et des tâches qui leur sont dévolues pourront s'en sortir. Je voudrais lancer, si je peux me permettre, un mot d'ordre, n'est-ce pas, à la jeunesse panafricaine, n'est-ce pas, de ne pas baisser, surtout de ne pas baisser le cran et d'avoir un œil sur ce qui se passe de manière endogène. Les révolutions sont d'abord endogènes avant d'être exogènes, n'est-ce pas? Si ceux qui sont ici, sur le sol africain avec nous, ne tiennent pas, n'arrivent plus à satisfaire la France sur tous les paramètres, c'est-à-dire à savoir venir piller, balkaniser, créer le terrorisme, etc., etc., parce que talochés par les puissances émergentes dont nous parlons, avec l'appui des nouveaux chefs d'État émergents qui ont une vision panafricaine comme Assimi Goïta et le centrafricain Touadéra, il faille décidément que la jeunesse prenne ses responsabilités et pas vers cet élan-là de ne faire élire que des dirigeants qui ont une aspiration patriotique panafricaine. Donc cela doit partir de nos élections, à savoir au niveau le plus bas, élections communales, municipales, présidentielles, etc., etc. Pour chuter, je vais vous dire que l'Afrique est en train de se réveiller. J'avais parlé de l'ère des masses, mais avant l'ère des masses, c'était le réveil de la conscience noire. La conscience noire, elle est réveillée. Nous y sommes dans l'ère des masses et maintenant, il va falloir aller vers un véritable panafricanisme. Merci. Luc Michel, je me retourne vers vous pour avoir votre regard justement sur les motifs cités par Emmanuel Macron de cet effondrement aujourd'hui de l'hégémonie occidentale, et particulièrement en Afrique. Ramener d'ailleurs à Spangler, à Tarek Mami, je partage avec lui cette vision biologique et vitaliste de l'histoire des civilisations, et moi je l'étends à celle des idéologies. J'appartiens au même courant idéologique germano-russe auquel appartenait Spangler il y a un siècle, et donc je partage cette vision. Maintenant, il ne faut pas accorder trop d'importance à Macron. Macron, c'est le héros, juste en ces jours-ci, du nouveau roman du français Michel Houellebecq sur le néant. Il est centré sur un président français de roman qui est inspiré de Macron, qui a pour caractéristique son intelligence et son cynisme. Macron appartient à ces élites qui croient que l'économie est en train de l'emporter sur l'histoire, que l'or est en train de l'emporter sur le sang. Je ne suis pas d'accord avec cette vision du tout. Le plus cynique de tous ces philosophes occidentaux, c'est Fukuyama, il y a 30 ans, qui annonçait la fin de l'histoire lors de la chute de l'Union soviétique. Les peuples ont démontré que les Américains avaient faux. La résurgence de la Russie, la renaissance de la Chine, la renaissance spectaculaire de l'Iran, la renaissance aujourd'hui de l'Afrique, elle démontre que les vieux peuples, les vieux empires existent. Mais je voudrais qu'on ne se trompe pas de combat. Il faut constater quelque chose, c'est que l'Occident, c'est une monstrueuse puissance économique, financière et militaire. C'est pour ça qu'à la fin de la guerre froide, les États-Unis ont été la seule superpuissance mondiale.
Pour s'opposer à elle, l'Organisation de coopération de Shanghai, elle a vu 14 ex-républiques soviétiques et 6 autres pays s'unir ensemble. Aujourd'hui, il ne faut pas faire l'erreur. L'avenir du monde multipolaire, il ne passe pas uniquement par l'Eurasie, il ne passe pas uniquement par l'Afrique, il part par un concept géopolitique que j'ai appelé l'axe Eurasie-Afrique. C'est en tendant la main entre l'Eurasie et l'Afrique qu'on éliminera les États-Unis. L'Occident, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est l'ère de distribution de l'économie américaine, comme l'explique la globalisation. Le grand géopoliticien belge Jean Thiriard, celui que la presse belge appelle le belge préféré de Poutine, disait que l'Occident, c'était l'ère de distribution de Coca-Cola et de McDonald's. Il avait pleinement raison. Pour qu'un monde nouveau, multipolaire émerge de tout cela, il faudra que cette civilisation nouvelle détruise la civilisation américaine. On est de nouveau dans la vision vitaliste et biologique. Je combats pour la destruction de cet Occident américanisé. Merci à vous, Luc Michel. Merci également aux invités en multiplex. On va rapidement prendre les téléspectateurs de la télévision panafricaine qui vont arriver. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mon cher ami. Je n'ai pas le retour. C'est Amon Ray depuis les États-Unis. Je voudrais remercier tous vos invités et vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Alors oui, on est heureux que finalement les Occidentaux et la France en particulier reconnaissent que leur hégémonie est en train de s'effriter au fur et à mesure que nous avancions. Mais il faut reconnaître que ces Occidentaux ou un pays comme la France en particulier ne vont chercher à revenir. Et c'est dans cette recherche-là qu'ils sont en train d'utiliser un pays comme le Tchad actuellement pour rebondir. Et c'est en cela que je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse de votre invité de Belgique, qui consiste à dire que le Tchad est en train de se repositionner comme un pays qui tendrait vers la Russie. Et pour cela, je vous donne 3 exemples. Je suis même heureux que vous ayez passé le discours du ministre tchadien des Affaires étrangères. D'abord, il faut prendre le cas malien. Je cite Mme Amina Fofana. Elle a dit, quand tout le monde disait que le Mali est en train de vouloir signer un accord avec la Russie, Mme Amina Fofana a dit que le Mali n'est pas en train de vouloir signer un accord avec la Russie, mais que l'accord est déjà signé. Donc, ça veut dire que quand vous voulez vous rapprocher d'un pays comme la Russie, et que vous êtes des pays anciennement francophones, mais vous ne montez pas au créneau et vous ne dites pas à tout le monde, oui, dans 2 ans, on va signer un accord avec la Russie. C'est un truc secret qui se fait. Et quand les gens sont déjà au courant, ça veut dire que tout est déjà fait. Mais on voit un ministre, n'est-ce pas, des Affaires étrangères italien qui va en Russie pour vouloir signer un accord avec la Russie et tout le monde est déjà au courant. Mais je vous rappelle qu'un pays comme le Tchad est un pays extrêmement stratégique pour la France. Je vous rappelle que tous les présidents français disent que le président Idriss Déby Itno est leur plus grand ami. Ils ont dit ça dans ce pays. Par conséquent, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un pays francophone peut vouloir se rapprocher de la Russie et que la France n'ait rien dit, et que la France n'a eu aucune réaction hostile vis-à-vis du Tchad? Premier exemple. Deuxième exemple, quand vous scrutez le discours de ce ministre des Affaires étrangères tchadien, il n'a pratiquement pas parlé de la relations bilatérales entre le Tchad et la Russie. Il a parlé du G5 Sahel, pratiquement dans tout son discours. Or, nous savons que le G5 Sahel, ce n'est pas le Tchad, ce n'est pas le Mali. Le G5 renforcer le... Ça veut dire qu'il a envie de rappeler encore que la France vient dans son pays. Tertio, mais vous ne pouvez pas vous rapprocher de la Russie quand vous mettez du bâton dans les roues des actions de la Russie en Afrique. Je vous rappelle que c'est le Tchad qui abrite encore François Bozizé. Je vous rappelle que c'est du Tchad que des rebelles quittent pour venir déstabiliser encore le Centrafrique. Vous voyez?
Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que simplement parce qu'un ministre a fait un voyage en Russie et conclure que oui, le Tchad se rapproche de la Russie. Ce n'est pas possible. Il faut dire la vérité aux gens. On a vu que la France a pratiquement perdu la tête quand elle a senti que le Mali veut se rapprocher de la Russie. Mais jusque-là, combien de fois avez-vous vu la France taper sur les dirigeants tchadiens? Pas du tout. Donc c'est du leurre. C'est du leurre. Aujourd'hui, la France est en train d'utiliser un pays comme le Tchad pour faire croire aux gens, dans un contexte où tous les pays se rapprochent de la Russie, pour faire croire aux gens que oui, le Tchad aussi veut se rapprocher de la Russie, pour que nous, les Africains, on ne puisse plus avoir les yeux braqués sur le Tchad, et donc la France va continuer de faire cette sale besogne au Tchad. Donc j'appelle à la vigilance de tous les pays. On ne se rapproche pas de la Russie en montant au créneau et en disant à tout le monde qu'on veut se rapprocher de la Russie. On le fait en cachette, et quand tout le monde est au courant, le truc est déjà fait. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Donc moi, c'est ce que je dis aujourd'hui aux Panafricains. Soyez vigilants, un pays comme le Tchad reste et demeure toujours un pion aux mains de la France. À mon avis. Retour sur le plateau. Luc Michel, vous aurez le temps tout à l'heure de répondre. En attendant d'autres intervenants, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Gisandon. Bonsoir, tout le monde. Bonne heureuse année. Je dis bonsoir, président Danakani, je l'adore. Bonsoir au PDG d'Afrique Média, je l'embrasse. Macron est en train de mentir à Mojo-Vision. Macron est en train de mentir. Macron est en train de mentir. La France n'a pas commis d'erreur. Macron est en train de mentir. Elle a élaboré ça longtemps ago. Comment il faut faire disparaître les Africains et puis récupérer leur terre. Il y a longtemps. Des coups d'État par-ci, par-là, tuer le peuple. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut tuer, il faut limiter les enfants. C'est-à-dire que il ne faudrait plus qu'on fasse beaucoup d'enfants. Maintenant, ils ont fait venir le vaccin. Il y a longtemps. Et je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien, ce que je dis là, c'est la vérité. Vous voyez en Haïti, tremblement de terre en Haïti. Tremblement de terre là, c'est pas vrai tremblement de terre. Hein. Tremblement de terre en Haïti, c'est pas vrai tremblement de terre. C'est provoqué par la France et ses alliés. Ceux qui ont tué le président là, c'est eux qui provoquent toujours des tremblements de terre là-bas. Ceux-là, ils sont très très dangereux, mais jamais confiants à la France. Macron et Draman, en complicité avec Draman, qui ont décidé de tuer les Ivoiriens, massacrer les Ivoiriens et en profiter pour faire venir Siam. Vous voyez les machettes que Hassan Draman Ouattara a acheté pendant les élections là, c'était pour tuer, mais le plan n'a pas réussi. C'est-à-dire que faire des conneries, en même temps faire venir Siam. Donc méfiez-vous de la France et de ses alliés. Vous voyez les Afghans là, les Afghans qui sont en train de verser dans les pays là. Ceux-là, ils vont revenir plus tard. Ils avaient dit avant qu'il y a des gens qui disparaissaient, on fait disparaître des gens et on les amène dans des labos, on fait de ces gens-là comme des robots. Et ce sont ceux-là qui vont accompagner des gens qui sont en train de verser dans les pays là pour faire la guerre. Mais jamais confiance à la France. C'est la France qui nous tue. C'est la France qui nous tue. La France est très dangereuse. Même si elle revient pour dire non, Assimi Goïta, oh, nous on a changé, prendre le visage du petit frère de Lucifer, ne croyez pas à la France. Elle est très dangereuse. Quand la France tuait, nous on n'était même pas encore nés. Quand la France tuait les Centrafricains, était en Centrafrique, Donald Trump avait 1 an. Regardez l'âge de Donald Trump. Donc faites très attention. Ce qu'il est en train de dire là, c'est mensonge. Mais on a fait la commis de rêve. Tout ça, c'est mensonge. Eux, ils sont là pour tuer les Africains. Ils veulent faire disparaître les Africains et puis prendre leur terre. C'est-à-dire qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Mais Dieu
train de montrer aux Français que lui, il est vivant. Donc, je demande à Tini Koïta de continuer dans ce sens-là pour que la France prenne, les Français prennent la Méditerranée pour venir se chercher en Afrique. Je vous remercie pour tout ce que vous faites Afrique Média. I love you guys. Bye bye. Merci à vous pour votre intervention. Le Standard, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Call Center. J'adresse mes voeux pour tous vos invités, M. Luc Michel, tous ceux qui ont parlé, et puis à la maison Afrique Média. Je vais donner vite fait mon petit point de vue. Un aveu de la France. Et les échos que j'ai eu ici, c'est que il y a deux groupes qui sont divisés en Europe. Il y a ceux de la France qui veut absolument entraîner ses amis dans son schéma de, comment on appelle ça, conquérant dans le Sahel. Et puis, il y a ceux qui ont réfléchi, qui se sont séparés de l'Union européenne, je parle de Grande-Bretagne, qui, elle, a une vision plus soft comment on appelle ça, de la conquête de l'Afrique. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'on doit s'attendre à la méthode d'Engoulevent. Quand j'ai fait un peu l'histoire de la conquête de la France dans les pays francophones, j'ai vu que M. Engoulevent avait utilisé le violence pour imposer la colonisation aux indigènes, entre griffes, vous comprenez? Alors que la méthode anglaise, c'était le Indirect Rule, qui consistait tout simplement à assimiler les Africains à leur propre culture et partager la culture anglaise. Donc, les Anglais vont revenir en force, mais sous une autre forme, c'est-à-dire une forme bilatérale et commerciale. Par contre, la France, elle a deux options. Soit elle va utiliser l'argent, et quand je dis l'argent, c'est-à-dire acheter les consciences des pays présidents africains qui sont sous sa coupole, ceux qui sont dans la franc-maçon, et aussi ceux qu'eux-mêmes ils ont placés. Je parle de Faure Gnassingbé du Togo, de Macky Sall et tout ça. Et puis, ceux qui font la résistance, ils vont revenir comme des négociants, c'est-à-dire avec le Mali, ils vont changer le fusil de pôle. Même le 9 janvier, la conférence de CEDEAO là, qui va avoir lieu, c'est juste pour la forme, parce que M. Goodluck Jonathan ne peut rien imposer au Mali. Peu importe ce que le CEDEAO va prendre comme sanction, ce serait nul et sans effet, parce que maintenant on connaît tous le mécanisme. Ça, de diplomatie, c'est-à-dire une discussion d'égal à égal, parce que là, ils ont vu, c'est un peu comme M. Fondon, excusez-moi de terminer comme ça, vous avez l'habitude d'influencer quelqu'un, et puis le jour où vous partez pour l'influencer est plus fort que vous. Donc, vous changez le donne, vous venez dans une autre forme de négociation. Un peu ce type de scénario qu'on va assister, parce que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, ils ne peuvent plus imposer une guerre là, actuellement, parce que la Russie s'est implantée. Donc, voilà en fait les enjeux. On va assister en 2022 à une baisse de tension, et je pense qu'un brisement de ego de la part des pays de l'Union européenne. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Bye. Merci à vous pour votre intervention. Et le Standard, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir. Ok. Donc, j'étais en train de vous remercier, les équipes de la régie et toi, de m'accueillir à la maison. Je transmets aussi mes vœux aux panélistes. Je vais gagner en temps et je ne vais pas tous les citer. De toute façon, ils m'ont reconnu, c'est Delphin de Bujumbura. J'aimerais rassurer mon cher René Luc Michel et toutes ceux et celles qui sont dans ce cas, mais parce qu'ils annoncent certaines choses. Je pense que M. Luc Michel connaît un certain philosophe du nom de Schopenhauer qui a toujours dit qu'une vérité passe toujours par 3 étapes. D'abord, elle est, comment je pourrais dire, elle est accueillie de façon brutale. Ensuite,
elle est combattue, puis après, elle est raillée, et en fin de compte, elle finit par être acceptée comme une évidence. Donc, j'invite les uns et les autres à continuer plutôt à décrire certaines actualités, à produire de bonnes analyses, comme c'est souvent le cas ici à la maison, et puis les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Pour ma part, je vais un peu m'éloigner du discours du soi-disant démocrate de l'Élysée, qui prétend avoir commis des erreurs avec ses amis soi-disant démocrates. Ce sont des crimes, ce sont de grands criminels. Je me souviens encore d'un autre bavardage de Macron au milieu du Parlement tunisien, je crois que ça remonte à il y a 4 ans, je crois, où je le cite, il avait dit « Nous avons plongé la Libye dans l'anomie ». C'est un autre aveu pour dire simplement qu'ils sont allés commettre des crimes en Libye. Et la Libye n'est qu'un autre théâtre où ils ont prétendu exporter la démocratie, alors qu'en réalité, ce sont des meurtriers habillés en col blanc. Donc, comme Luc Michel, les Burundiens n'accordent pas vraiment d'importance à Macron. Cela, je crois, c'est une activité qui est propre à la zone CFA. Encore que le Mali et la Centrafrique me donnent tort, et tant mieux. Donc, il faut plutôt continuer à travailler pour un monde multipolaire, comme nous avons commencé à le faire. Et pour ne pas monopoliser le micro, j'aimerais, je ne sais pas si remercier est le bon mot, mais Monsieur Tariq a bien décrit l'existence de mes grands-parents, parce que, par exemple, mes grands-parents sont nés et sont morts pendant la colonisation belge. Malgré tout, ils ont réussi à mettre au monde un jeune homme comme moi, tout à fait panafricain. Donc nous devons aussi garder une pensée affective et pleine de gratitude pour les aînés qui ont combattu avant nous. Donc voilà, bon début de semaine, bonne année une fois de plus. Afrique Média, le monde c'est nous. Nous vous souhaitons également une très bonne et heureuse année 2022. Voilà, Delphin, depuis Bujumbura. On va poursuivre avec le dernier tour de table. Et je commence par vous, Luc Michel. Vous souhaitez réagir par rapport à l'intervention de notre téléspectateur qui ne croit pas en votre lecture, voilà, d'un rapprochement entre N'Djamena et Moscou. Luc Michel, est-ce que vous nous recevez? Bon, je connais ces téléspectateurs qui pratiquent le débit bashing contre le père et contre le fils. Mais c'est oublier justement ce que la Russie a apporté en Afrique. Ce que la Russie a apporté en Afrique, c'est de l'oxygène géopolitique, c'est la possibilité de choisir. Le rapprochement du Tchad avec la Russie, il a commencé sous Déby en juillet 2019, lorsqu'il y a eu le sommet économique Russie-Tchad à N'Djamena. C'est là que Déby a confié l'électrification du Tchad, non pas au plan Borloo aux Français d'Areva, mais au groupe russe Rosatom. Depuis le jour même où Assimi Goïta, le ministre de la Défense du Mali, a signé les accords militaires, nous étions au mois de juillet dernier à Moscou avec la Russie, le lendemain, c'était le ministre de la Défense du Tchad qui signait des accords militaires similaires avec la Russie. Simplement, il faut constater quelque chose, c'est que la Russie, elle ne... On n'est plus à l'époque de l'ancienne guerre froide où on passait du camp américain au camp soviétique. Moi, j'étais l'ami du président Idriss Déby Itno. Je peux vous dire que c'était un chef néo-panafricaniste sincère. Lorsqu'en 2015, Afrique Média a été au Cameroun sous un assaut frontal de la France, c'est Idriss Déby Itno et Obiang-Nema Bassongo en Guinée équatoriale qui ont sauvé et aidé Afrique Média. Nous ne l'avons pas oublié, les téléspectateurs l'ignorent sans doute. Même chose est en train de se passer d'ailleurs avec Touadéra. Je suis aussi
Ce sont les hasards de ma vie militante. Je ne suis pas journaliste ou expert. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur géopolitique indépendant. Je suis également ami avec Touadéra. Touadéra insiste toujours qu'il ne demande pas de choisir entre la Russie et la France, qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est la même chose avec Macky Sall. Il y a 2 ans, Macky Sall a fait un retournement géopolitique à 180 degrés. Lui qui était un homme clé de la France-Afrique, il est aujourd'hui l'allié principal de l'Iran. Moi, je connais bien les Iraniens. Je suis consultant permanent de la télévision d'État presse TV iranienne francophone. Les Iraniens aujourd'hui, ils sont les alliés principaux dans 3 grandes opérations géopolitiques, dont l'OPEP du gaz de Macky Sall. C'est cela que la Russie a apporté en Afrique à des États comme le Sénégal, comme la Guinée-Conakry du temps d'Alpha Condé, comme le Bénin de Talon, comme le Tchad de la famille des Itno, comme le Mali d'Assimi Goïta, comme la Centrafrique du président Touadéra, comme l'Éthiopie de Abiy géopolitique, et avec leurs alliés chinois et iraniens, la possibilité de faire des choix. Il y a de la place pour tout le monde en Afrique, mais des gens comme Touadéra, Assimi Goïta, le fils d'Ebi ou encore Macky Sall, aujourd'hui, ils peuvent choisir leurs alliances, ils peuvent choisir leurs opérations économiques. Par exemple, Macky Sall, il a confié le gaz du Sénégal à l'Iran, à la Russie. Le président Obiang-Dema Bassongo, il a confié le gaz de Guinée équatoriale à l'OPEP du gaz. Le Macky Sall a confié non plus à une multinationale anglo-saxonne les nouveaux champs pétroliers sénégalais, mais aux Russes du Khoi. C'est cela qu'a apporté la Russie. Aujourd'hui, les Africains peuvent choisir et je suis certain qu'un peu partout, ils vont continuer à choisir le bloc de l'Est, c'est-à-dire le monde multipolaire et pas l'ancien monde du néocolon. Pareil que Mamie, je vous retrouve également pour sortir de cette édition. Que faut-il retenir en bref sur cet effondrement de l'Occident et cette réaction notamment de Macron que nous avons suivie dans cette émission? Alors, ce que je retiens, moi, c'est l'intervention de vos téléspectateurs que je salue et que je remercie. Effectivement, pour moi, les luttes, en général, la bataille des idées ne se gagne pas sur 3 ans, sur 5 ans. Des fois, elle ne se gagne pas sur une génération, mais plutôt sur 2 ou 3 générations. Et donc, l'essentiel, c'est qu'il y a des gens, des personnes, des citoyens qui lancent donc des idées non pas nécessairement révolutionnaires, mais j'allais dire réalistes pour changer le statu quo qui leur est défavorable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la doit se remettre maintenant entre les mains de la seule Russie, Chine et autres Iran, comme elle l'a fait pendant 2 siècles entre les mains des Occidentaux. L'Afrique aujourd'hui est à la bonne croisée de chemin. Elle doit regarder, comme tout bon père de famille, ce qui se passe dans le village ou dans la ville pour choisir ce qu'il y a de mieux pour soi et pour sa famille. Et donc, on peut tout à la fois continuer à coopérer avec l'Occident si on estime, et je dis si on estime qu'il y a des choses à faire avec, mais en même temps, on doit faire des choses avec la Russie ou avec la Chine ou avec l'Iran, mais on doit surtout se regarder dans une glace pour dire de quoi nous, les Africains, nous sommes capables de faire, donc de notre propre production, de nos décisions, et c'est au vu, pour faire simple, de nos propres intérêts que nous devons coopérer avec les uns et les autres, ou planifier une production interne beaucoup plus grande. L'Afrique, les citoyens africains ne doivent plus aujourd'hui lier leur propre sort au sort d'autrui. Parce que quand on lie son propre sort au sort d'autrui, on ne sort pas vainqueur, on sort toujours l'esclave de quelqu'un. Et donc aujourd'hui, nous sommes à un moment
où nous devons réfléchir, comme dirait Mandela, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et une fois qu'on a réfléchi par nous-mêmes et pour nous-mêmes, nous décidons avec qui nous devons collaborer, et faire des partenariats. Et pour prendre, j'allais dire, une image populaire, nous ne devons plus aujourd'hui mettre tous nos œufs dans le même panier. Quand nous allons au marché, nous avons le panier occidental, nous avons le panier russe, nous avons les BRICS, nous avons l'Inde, nous avons d'autres pays africains. À toutes ces démarches néocoloniales. Et donc, c'est au vu du panier que nous devons mettre nos œufs chez les uns, chez les autres, et surtout beaucoup des œufs dans notre propre panier. Et pour sortir, toujours en quelques minutes, Souleymane Hamza, je vous retrouve. Que retenir? Que retenir, je l'ai dit dans ma deuxième intervention, il va falloir que la se réinvente décidément une idéologie propre à elle. Et elle est là, nous la constatons, c'est le panafricanisme. Et partant, avoir des gens pour former idéologiquement les masses à se prendre en charge. Nous avons les ressources viennent d'Afrique. Il faut tout de suite, dans ce méli-mélo dans lequel la France et l'Occident s'embourbent, se mettre résolument à la tâche en refondant, n'est-ce pas, ce que je veux appeler la Nouvelle Afrique. Cette Nouvelle Afrique qui aura pour idéologie le panafricanisme, qui va s'imposer une monnaie. S'il faut aller par les grandes puissances africaines, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, etc., etc., trouver une monnaie tout de suite qui fera l'objet de monnaie panafricaine. Et ensuite, retourner aux fondamentaux. Nous venons de quelque part, nous avons une civilisation, nous avons une histoire. Il va falloir désormais que notre histoire soit enseignée, n'est-ce pas, dans nos universités, et qu'on oublie les histoires de Napoléon, machin. Écoutez, vous avez dans nos universités, les histoires occidentales sont plus connues même que celle du roi Béanzin, de l'Almami, Samori Touré, etc. Il va falloir revenir aux fondamentaux et en un mot, pour chuter, Hamza a prononcé un mot principal, c'est l'argent et la monnaie. Merci à vous, messieurs. On n'ira pas plus loin. Merci à Tarek Mami. Rappelez que vous êtes journaliste et directeur de Radio France Maghreb 2. Merci à Souleymane Hamza, expert en questions sécuritaires. Merci également à Luc Michel. Voilà, nous nous séparons pour ce soir, mais n'oubliez pas, le journal africain est à suivre dans moins de 8 minutes maintenant. Et je vous souhaite une excellente soirée.